local de secrétaire général. Merci à notre sénateur de Second-Terrain, merci à tous les autorités, merci à vous tous d'être présents à un moment si important, puisque nous sommes en face d'une personne, une très belle personne, qui est une grande figure locale, c'est une figure locale de la résistance, et qui finalement a été résistante toute sa vie, mais c'est très souvent le cas de ces personnes, quand elles sont des femmes engagées, eh bien, elles en font un trait de leur vie. Elle s'est éteinte en 2019, et c'est à ce moment-là une lumière qui s'est éteinte, parce qu'effectivement, son parcours est remarquable. Odile Sept-Auger, le musée devient l'un des légataires, en fait c'est le musée qui devient l'un des légataires d'Odile Sept-Auger, résistante déportée de Port-sur-Saône, et le musée reçoit 215 042,55 €, c'est juste pour dire combien c'est important pour elle, c'est important pour nous. En cette journée de la résistance, après la cérémonie, au moment où le chantier démarre pour la rénovation du musée de la résistance et bien sûr la déportation, il était important et nécessaire de lui rendre hommage aujourd'hui et ici à la Citadelle. Il faut se rappeler son histoire et son engagement, mais tout à l'heure les élèves reliront son parcours. Nous allons avoir donc des témoignages d'amis qui vont être rappelés, la biographie, puis le travail des élèves du lycée Louis Pergaud. Et on seront tous présentés dans quelques instants. Il y a donc Louis Pergaud et Julien, deux lycées qui ont travaillé sur cette. C'est un récent don d'archives et de photographie qui permet au musée de valoriser le parcours de cette résistance. Et du coup, ce moment d'hommage aussi officialise ce legs, ce moment tout à fait particulier. Je dis toujours, la résistance, c'est un don de soi déjà, c'est une résistance qui vient souvent du fait de vouloir travailler pour soi, mais surtout pour l'intérêt général. C'est un engagement qui incarne un engagement et un sens de l'intérêt général. Et il faut le rappeler, c'est pour ça qu'on voit bien qu'il est sur quelque chose qui accompagne une générosité qui est dans toute sa vie. Cette générosité, eh bien, elle incarne ces dimensions régionales, puisqu'on voit que c'est quelqu'un de Haute-Saône qui fait ce don au musée, parce qu'elle considère que ce musée a un rayonnement tellement important que nous recevons effectivement un certain nombre de dons de différents endroits. Il faut donner la pleine mesure de ces dernières volontés. Ce legs sera utilisé pour le projet de rénovation du musée en finançant plusieurs opérations importantes, les catalogues, les scénographies, etc. C'est-à-dire qu'un legs comme celui-ci rend vivant encore plus le travail qui va être fait par ce musée. C'est un geste incroyable qui restera inscrit à jamais dans l'histoire, mais aussi dans l'avenir même du musée, et encore une fois dans sa littérature. Son histoire et son engagement seront dorénavant dans les nouvelles fondations du musée, et ce musée rénové. Je veux dire aussi qu'il ne faut pas oublier que ces femmes, elles se sont élevées contre l'oppression, l'injustice, l'inacceptable, alors même qu'elles étaient elles-mêmes avec très peu de droits, il faut le rappeler, et que c'est des femmes qui ont pris toute la mesure de la place qu'elles devaient avoir. Et aussi, c'était des femmes qui ne se posaient pas la question de savoir si il y avait une légitimité ou pas. Elles nous ont montré combien elles étaient importantes. C'était un fondement essentiel à la résistance, c'était un fondement à la société à ce moment-là. Il faut le rappeler, la place de ces femmes a été capitale. Et cette femme, elle a eu envie toute sa vie de travailler
à cette générosité, à faire que la société soit interpellée dans sa responsabilité, dans son rôle. Et je tiens quand même à dire aussi que c'est ça qui est important, c'est de montrer que c'est pas seulement une résistance, c'est aussi vouloir porter une parole, vouloir être aussi acteur de sa société, de la vie, de vouloir faire en sorte que les autres générations, les nouvelles générations, soient toutes embarquées, parce que cette période insupportable, insoutenable, ne pouvait pas être juste l'objet d'une résistance à un moment donné. C'est une mémoire, c'est une histoire qui doit se transmettre. Et donc, c'est ce qui caractérise cette femme tout à fait exceptionnelle, et c'était important qu'aujourd'hui nous puissions du coup la célébrer. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la maire. J'invite à présent les lycéens du lycée Pergaud Julaï à me rejoindre et à parler de la vie de Gilles Bauger en quelques minutes. Venez me rejoindre. Odile Bauger, la résistance au grand cœur. Odile Bauger, née le 13 juillet 1917, s'est éteinte le 21 juillet 2019 à 102 ans, au terme de toute une vie d'engagement et de combat en faveur des libertés et du droit des femmes. Engagée dans la résistance de 1940 par des actions individuelles, le 14 juillet, arborant une cocarde tricolore, elle porte un bouquet de fleurs au monument aux morts de Port-sur-Saône en passant au milieu des Allemands. Elle rejoint en 1942 le FN, Front national pour la libération et l'indépendance de la France, qui s'organise en Haute-Saône. En juin 1943, elle est contactée par le commandant Camille, futur colonel Fabien, qui met sur pied les FTPC, francs-tireurs et partisans de comptoir, branche armée du FN. Elle devient agente de liaison et de renseignement sous le nom de Renée, d'abord en Haute-Saône puis dans le Grand Est, Haute-Marne, Doubs, Vosges et Meurthe-et-Moselle. Ces missions, de plus en plus périlleuses, outre des documents, elle transporte des armes et des explosifs, se font presque toujours à vélo. Elle a sillonné les routes de Haute-Saône et des départements limitrophes et parcouru des centaines de kilomètres. Mais la répression s'accentue aidée par des collaborateurs. Victor Renaudin, dit Totor, responsable du groupe volant des FTP, est en réalité un agent infiltré de la Gestapo qui connaît individuellement les francs-tireurs et leur domicile. Odile Bauger est arrêtée avec ses parents le 16 novembre 1943, internée à la prison de la Butte à Besançon au secret pendant 3 mois. Elle subira un interrogatoire musclé avec menace de représailles sur ses parents et son frère, mais elle ne parle pas. Classée Nacht und Nebel, nuit et brouillard, c'est-à-dire destinée à disparaître sans laisser de traces, elle est déportée le 19 avril 1944 en Silésie, à la prison de Lauban, dans l'attente d'être jugée à Breslau. Chaque jour, elle quitte la prison pour aller travailler dans une usine de lin. La procédure Nacht und Nebel étant abrogée en septembre 1944, elle est transférée à Ravensbrück le 19 octobre. Elle y travaille au terrassement jusqu'au 6 décembre, date à laquelle elle fait partie d'un transport pour Zodao, en Tchécoslovaquie, où elle est affectée dans une usine d'aviation Siemens. Libérée le 7 mai 1945 par les Canadiens, elle ne rentre en France que le 20 mai, dans un état squelettique, avec une santé très altérée et marquée pour la vie. Elle apprend que son frère Jean, résistant lui aussi, a été fusillé par les Allemands le 25 mai 1944. Après la guerre, dès la fin de 1945, Odile Bauger s'engage dans la vie sociale. Elle est présidente des sections locales de l'Union des femmes françaises et de la FNDIRP et responsable du secours populaire pour toute la Franche-Comté. Elle s'engage aussi en politique en participant aux élections législatives de 1946 sur les listes communistes et d'Union républicaine et résistante. Elle adhère au Parti communiste dont elle deviendra la secrétaire départementale. Adhérente à l'association Les Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation dès sa création, elle est présidente de l'ANACRE 70, Association nationale des anciens combattants de la Résistance, jusqu'en 2012, ainsi que présidente du comité du concours de la Résistance et de la Déportation de Haute-Saône.
Depuis les années 1970, elle témoigne dans les collèges et les lycées, rencontrant de 700 à 900 élèves chaque année, essentiellement pour la préparation au concours de la résistance et de la déportation. Elle intervient aussi dans les écoles primaires et les maisons familiales. La classe de seconde Gorze du lycée Louis Pergaud de Besançon a travaillé, avec l'aide de Madame Colette Guédry, présidente de l'Association nationale des anciens combattants et amie de la résistance de Haute-Saône, sur toute la vie de résistante et de déportée à Ravensbrück d'Odile Bauger. Odile Bauger est une figure emblématique de cette période. Elle représente la voix de la liberté, de la République française et de notre démocratie. Elle a ensuite combattu toute sa vie contre les injustices sociales. Sa voix est aujourd'hui en nous. Odile représente cette résistance qui ne doit pas faillir aujourd'hui face à tous les obscurantismes actuels, face au régime autoritaire et face aux sociétés qui se déchirent et sautent le pas de la guerre. Odile Bauger a combattu la guerre toute sa vie, et son pacifisme doit être encore d'actualité. Cela fait écho avec ce que vit le peuple d'Ukraine actuellement. Nous sommes heureux que le musée de la Résistance et de la Déportation puisse recevoir ses habits de déportés, blouse et veste, ainsi que sa gamelle et son bol. Ces affaires vont pouvoir nourrir le prochain musée de la Résistance et de la Déportation. Ce nouveau musée de la Résistance et de la Déportation est porteur des mémoires, des fonds d'archives, des objets, des résistants et des déportés. Ce nouveau musée sera également porteur de la transmission des mémoires de cette période. L'équipe dynamique du musée construit ce musée d'histoire comme un véritable outil du citoyen, de la liberté et de la paix. Nous ne pouvons pas finir cet hommage en l'honneur d'Odile Bauger sans penser à Jacqueline Tessier, décédée le dimanche 20 mars 2022, et à Pierre Rollinet, décédé le dimanche 24 avril 2022. Jacqueline et Pierre étaient deux belles et lumineuses personnes de notre région. Ils ont témoigné, presque jusqu'au bout des actes de résistance et des horreurs de la Shoah. Nous les remercions aujourd'hui pour nous avoir légué la démocratie et notre République. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces mots très émouvants. Je voudrais prendre la parole quelques instants avant de la redonner à mon tour, et je souhaiterais m'adresser à Odile. Cette journée de la résistance est la vôtre, et même si vous n'avez jamais réclamé les honneurs, vous le méritez. En ce lieu si singulier, qui a vu de ses propres yeux le courage de s'enfusiller, qui a vu la ténacité d'une autre grande dame, Denise Laurac, pour faire sortir de terre un musée reconnu depuis sa création, vous trouvez ici votre place, à vous, pour transmettre au-delà de votre mort. Cette journée est celle de celles et ceux qui ont tenu leurs promesses. Odile, vous le saviez, ne pas témoigner serait trahir. À nous de tenir cette promesse. La rénovation du musée, 50 ans après sa création, en est une. Nous sommes toutes et tous les héritiers de ces grands hommes et ces grandes femmes, mais aussi de ces promesses. Chère Odile, comme j'aurais véritablement aimé vous rencontrer et vous connaître, c'est à travers vos petites photographies hors du temps et vos archives que je le peux aujourd'hui, que nous pouvons alors mettre un visage sur un nom et au-delà sur votre engagement. Celui de dire non, non à l'oppression, non à l'injustice, non à la dictature, non à la haine. Enfin, c'est à travers les souvenirs, les mots de celles et ceux qui vous ont connus, qui vous ont aimés et qui sont à même de parler de vous que nous faisons votre rencontre aujourd'hui. Chère Odile, merci. Nous tiendrons notre promesse. J'ai l'honneur à présent de donner la parole à Evelyne Castioni, proche amie, désignée par Odile personne de confiance, ainsi que Colette Guédry, présidente de l'ANACRE 70, professeure et amie d'Odile. Vous pouvez me rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Imaginez-vous que je suis quand même émue de l'hommage qui est rendu aujourd'hui à Odile. Aujourd'hui, 27 mai 2022, jour anniversaire de la création du CNR,
Devenue Journée nationale de la résistance, nous rendons hommage à Odile Boger, femme résistante déportée. Odile, quelle émotion pour moi de m'adresser à toi, de parler de toi dans ce lieu symbolique, lieu qui représente le fil conducteur de ta vie de combattante avant et au retour de déportation. Ce musée auquel tu tenais particulièrement pourra bientôt accueillir les nouveaux témoignages des combats menés contre le nazisme, l'antisémitisme, combats que tu as menés tout au long de ta vie. Maintenant, à travers ton don, ils pourront se poursuivre sans relâche. Nous sommes aussi réunis, ces amis, pour rendre hommage à la femme que nous avons connue à partir des années 1980. À notre arrivée dans le bourg de Port-sur-Saône, pour des raisons professionnelles, c'est le couple Odile et Édouard Selbe-Boger que nous avons rencontré. Rapidement, malgré la différence de génération, puisqu'ils avaient pratiquement l'âge de nos parents, ils devinrent relations amicales. Son mari, Édouard, homme charmant, affable, serviable, était toujours là pour prodiguer aide et conseils. Éloignés de nos familles, rapidement, nous nous sommes attachés les uns aux autres. Nos enfants, Jean-Charles et Anne-Laure ici présente, avec ses enfants et son mari, nos enfants, grandissant, les ont rapidement adoptés comme troisième grands-parents. Ils sont devenus complices, ont partagé balades, jeux, discussions. Édouard aimait ce rôle donné, mais Odile était intemporelle. Elle ne souhaitait pas être ni mère, ni grand-mère. Elle était tout simplement l'amie sur qui on pouvait compter, à qui on pouvait tout raconter sans considération d'âge ou de hiérarchie. Odile et moi, malgré nos 35 ans de différence, quelques points nous rapprochaient. Nos deux familles paternelles étaient originaires d'un même petit village d'une centaine d'habitants, village du Châtillonnais en Bourgogne, nommé La Chaume. J'ai découvert qu'enfant, je rendais visite à sa cousine Cécile avec une de mes tantes. Elles étaient amies. Mon père, 4 ans plus jeune qu'Odile, s'était aussi engagé dans la résistance en Bourgogne. Enfant, je lui demandais de me raconter la guerre. Et enfin, nous nous étions mariés à 8 jours d'intervalle. Mais Odile se racontait peu. Elle parlait de son enfance en Bourgogne, de son arrivée à Port-sur-Saône vers l'âge de 10 ans, du travail de son père, un peu sur les faits de résistance, mais rien sur sa déportation. Pourtant, Odile témoignait déjà de ce passé tragique dans les lycées pour la préparation du concours de la résistance et de la déportation, mais avec nous, ce devait être uniquement amical, familial. Édouard aussi ne le souhaitait pas. Sa plus grande blessure fut l'exécution de son frère Jean à la Confreuteuil à Frottay-les-Vesoul le 25 mai 1944 à l'âge de 22 ans, drame qu'elle apprit à son retour des camps, ainsi que le décès de sa mère qui ne se remettra jamais de cette disparition. Odile n'en parlait pas, seul le grand portrait de son frère, accroché en haut des marches d'escalier de sa maison, le rappelait. Le livre d'Odile, paru en 2015, lui sera dédié. Avec Édouard, son cadet de 11 ans, rencontré en 1966 lors d'un séjour dans un centre de convalescence, lui, militaire blessé, elle, pour soigner ses nombreuses pathologies d'après-déportation, sa vie devint différente. Enfin le bonheur, l'amour, la stabilité, le partage, l'échange, la bienveillance envers l'autre, alors que depuis la disparition de son père en 1959, elle devait s'assumer seule. Doudou la rejoint alors dans sa maison de Port-sur-Saône. Avec nous, notre famille, belle famille, nos amis communs, monsieur et madame Nourri ici présents. Odile et Édouard ont participé à tous les événements familiaux, anniversaires, Noël, Nouvel An,
chez les uns les autres à tour de rôle. Édouard était un fait cuisinier et savait recevoir. D'ailleurs, Odile se reposait totalement sur lui et pouvait partir sereine, témoigner dans les lycées. Que de souvenirs, les anniversaires, surtout les 70 ans d'Odile, les 60 ans de Doudou, où les amis d'avant et d'aujourd'hui étaient réunis, en particulier ses amis de départation, Charlotte, Denise et ses filles Catherine et Claude, nées début des années 50. Lorsqu'elles étaient enfants et que Denise s'absentait pour son travail, Odile allait à Paris les garder, ou bien elle séjournait à Port-sur-Saône pendant les vacances. Odile et Édouard ont vu grandir nos enfants, les ont accompagnés dans la période de l'adolescence, dans le début de leur vie d'adulte, fiançailles, mariage. Ils ont pris une place à part entière dans notre vie. En fait, Odile et Doudou étaient la famille, et rien n'était organisé sans qu'ils soient présents. À cette période, le passe-temps d'Odile était la pêche au bord de Saône. Elle se ressourçait, sujet ensuite de conversation avec mon mari. Chien et chat étaient également très présents dans leur vie. Ils voyageaient beaucoup, croisières, visites aux amis éloignés, aux sœurs de Doudou. Tout s'arrêta la nuit du 15 mars 2003, vers 2 heures du matin. Édouard, dont la santé était devenue défaillante, mais qui cachait ses mots pour ne pas inquiéter Odile, est pris d'un malaise qui lui sera fatal. Il avait un peu plus de 74 ans, Odile en avait 85. Nous avions fait promesse à l'un et l'autre de nous occuper de celui qui pourrait rester seul. Ce fut Odile. Dès les obsèques, Odile fit appel à moi. À partir de ce jour-là, une complicité nouvelle s'instaura. Elle accepta enfin que je devienne membre de l'ANACRE 70, puis trésorière. Je changeai de statut. Odile, encore très valide, gardait toute son autonomie de déplacement, de décision, mais les échanges furent plus profonds. Tous les sujets pouvaient être abordés. Elle avait réellement besoin de se confier, de s'ouvrir à nous. Que de bons moments passés à échanger avec elle le dimanche soir autour d'un verre de champagne. Mes visites régulières et de plus en plus longues étaient attendues. Si je tardais, elle trouvait prétexte à me faire venir, mais sans jamais un reproche. Bien sûr, elle fut encore de toutes les réunions familiales, fêtes, mariages. Elle fut heureuse de rencontrer, d'échanger avec mes petits-enfants, qui sont aussi si présents. Odile continuait de témoigner dans les lycées sans relâche, malgré l'âge. Ses interventions, ce contact avec la jeunesse, comme elle disait, était vital pour elle. C'est ainsi qu'elle accepta enfin le projet, qui n'avait pu aboutir, initié avec Édouard et mon fils Jean-Charles, de témoigner oralement. Après le décès de Doudou en 2005, les archives départementales de Haute-Saône lui proposèrent d'enregistrer son témoignage. Elle accepta, car elle ressentait alors comme un devoir par rapport à ceux qui avaient disparu et avaient contribué par la solidarité à les sauver, bien que, comme elle l'a souvent exprimé, par nature, par discrétion, par pudeur, elle répugnait à parler d'elle. La fin de l'année 2014 fut difficile pour Odile. Une chute avec fracture du col du fémur eut raison de ses témoignages dans les lycées. Elle avait déjà 97 ans. En la voyant, on oubliait son âge. Comme après chaque épreuve, elle reprit assez rapidement une autonomie, mais c'était une alerte. Cette fois, elle accéda enfin à notre demande, à celle de ses amis de l'ANACRE 70, témoigner par écrit de ce qu'elle avait vécu. Avec les membres de l'ANACRE 70, avec l'aide précieuse de Michel Farret, les 8 CD enregistrés en 2005
ont été retranscrits pour devenir un livre de témoignages. Intitulé « La trajectoire d'une vie combattante, de la résistance à la déportation et l'après-guerre », ce livre parut en juillet 2015. Tous les ans, depuis le décès de Doudou, le 13 juillet précisément, Odile nous réunissait au restaurant pour fêter son anniversaire avec nos enfants, Martine et Jean-François Nourry. Quel merveilleux souvenir elle nous laisse. Pour ses 98 ans, elle accepta de fêter son anniversaire le 12 juillet, mon fils ne pouvant être là le 13. Ce sera le dernier anniversaire réuni autour d'elle. Nous gardons en souvenir son merveilleux sourire, à travers la photo prise ce jour-là, photo qui est devenue la page de couverture de son livre. Malheureusement, après une deuxième chute, fin juillet 2015, avec fracture et cette fois complication, Odile n'a plus jamais regagné son domicile. Elle a passé les dernières années de sa vie en institution. Nous avons essayé de l'entourer le mieux possible afin que ce nouvel enfermement qu'elle redoutait tant ne la replonge pas dans son passé. Avec les amis de l'ANACRE 70, elle a pu fêter ses 100 ans, heureuse de ses retrouvailles. Elle est partie le matin du 21 juillet 2019. Elle avait 102 ans. Odile, je te suis très reconnaissante de nous avoir accompagnés pendant près de 40 ans, de nous avoir donné ton amitié, tout simplement de t'avoir rencontré. Juste 30 ans, quand elle est venue au collège de Champit apporter l'exposition de la FNDRP sur la déportation et témoigner devant les classes de 3e. 30 ans d'amitié et de complicité. Je voudrais aujourd'hui, pour lui rendre hommage, rappeler quelques souvenirs et surtout montrer l'importance de ces si nombreux témoignages et de leur impact sur les milliers de jeunes qu'elle a rencontrés. Elle m'a exhorté à préparer le concours de la résistance et de la déportation avec mes élèves. C'est à son contact que j'ai tant appris sur la résistance et la déportation. À partir de cette rencontre, tous les ans, les élèves ont préparé le concours. Nous allions les mercredis, samedi après-midi, l'interviewer chez elle avec un magnétophone. Quand ma voiture ne suffisait pas, les parents nous accompagnaient. Je me souviens du moment qui est resté à écouter Odile, aussi intéressé que les jeunes. L'après-midi s'est terminé au cours d'un énorme goûter que les ados de 15-16 ans engloutissaient sous les yeux d'Odile amusés et surtout très contents de voir un tel intérêt chez les jeunes, sentant que les valeurs de la résistance qui ont guidé toute sa vie trouvaient un écho chez ces adolescents. À partir de ma retraite, je suis devenue son chauffeur et nous avons sillonné toute la Haute-Saône pour rencontrer collégiens et lycéens. Nous sommes même allés dans les Doubs et jusqu'à Strasbourg. Ces trajets étaient parfois de vrais équipes. Je me souviens d'un jour de janvier, il neigeait si fort que nous avons dû nous arrêter car je ne voyais plus la route. Bien sûr, nous sommes arrivés en retard au collège des Mortards à Lille. Un autre jour, toujours en hiver, au retour de Baume-les-Dames, la neige fondit, la route était glissante, et un camion devant nous, pendant des kilomètres, nous a envoyé de la neige fondue et sale. Une autre fois, Odile allait témoigner au Conseil général à Strasbourg devant un parterre d'élèves préparant le concours. Sans GPS, nous nous sommes perdus dans la vieille ville, à la recherche de notre hôtel. Mais nous prenions à la légère ces aventures, et que de fous rires nous avons pris toutes les deux. Il y avait une certaine complicité entre nous. Odile était gaie, elle aimait rire. Ce qui m'a frappé la première fois que je l'ai écoutée, c'est qu'elle a toujours situé ses actions dans la résistance régionale et la résistance nationale.
à tel point que les élèves lui posaient parfois des questions précises sur son parcours personnel. Ces interventions n'étaient donc pas qu'un témoignage, elles étaient aussi une leçon d'histoire, ce qu'appréciaient les professeurs. Quand elle intervenait dans le cadre de la préparation au concours, elle répondait parfois à un élève « Ce n'est pas dans le thème du concours, il ne faut pas parler de ça ». Certains disent que les témoignages ne sont pas fiables, que la mémoire s'érode. Odile avait toujours sur elle des papiers avec des dates, des événements, mais elle ne les regardait jamais. Et je peux dire que son témoignage n'a jamais varié. Elle ne donnait pas de leçons. L'exemple de ses actions suffisait. C'est encore plus vrai quand elle parlait de la déportation. Elle montrait aux jeunes qu'il ne suffisait pas d'aborder la déportation avec compassion, car dans les camps, les plus viles comme les belles valeurs de l'homme se sont révélées et que ce sont ces dernières qu'il faut mettre en exergue. Dans cet univers barbare, des femmes et des hommes ont résisté à cet avilissement programmé par les nazis qui voulaient les réduire à l'état de bêtes. Ils ont su garder leur dignité et venir en aide à plus faible qu'eux. Odile disait aux élèves, sans la solidarité, personne ne serait revenu des camps. Elle a pratiqué cette solidarité et elle en a bénéficié qui plus est de la part d'une gardienne allemande. Je donnerai 2 exemples. De la prison de Fresnes jusqu'à la libération, elle est restée avec Charlotte de Vesoul et Alice de Belfort. Odile et Alice ont soutenu Charlotte qui se laissait aller. Elle l'a coiffée, l'a lavée, lui tué ses poux. Quand elles ont quitté Ravensbrück pour la Tchécoslovaquie, à l'arrivée à l'arrêt du train, en sautant du wagon à bestiaux, Charlotte, exténuée, à bout, se laisse tomber dans la neige en disant « Laissez-moi mourir ». Alice et Odile, très affaiblies aussi, essaient en vain de la soulever. Le train était arrêté sur une voie de barrage. Plus loin, un autre train arrive, phares allumés. Sans se concerter, Odile et Alice crient en même temps « Charlotte, le train !» Elle n'a pas voulu se faire écraser, elle a eu un sursaut. Odile et Alice l'ont prise chacune par un bras et l'ont traînée pendant 4 kilomètres dans 30 cm de neige jusqu'au camp de Soda. Charlotte est revenue et a retrouvé ses enfants. L'autre exemple, toujours à Soda, tous les matins et tous les soirs, en allant et en revenant à pied du camp à l'usine, une détenue allemande qui avait les pieds en sang se cramponnait au bras d'Odile. Le SS, avec son chien qui les accompagnait, ne sait rien, sans doute parce que c'était du allemand. Il y avait à proximité du camp une mine de charbon à ciel ouvert qui était désaffectée. Et les SS, pour se chauffer l'hiver, envoyaient les détenus chercher des restes de charbon. Un jour, à l'appel du matin, Odile était très mal, elle avait une très forte fièvre. Le SS la désigne pour la corvée de la mine. Elle pense « je n'en reviendrai pas ». Elle entend alors une gardienne allemande dire au SS « she is krank », elle est malade. Odile, qui a compris, est terrifiée. Elle ne bronche pas et se dit « elle va me faire tuer ». Le SS, très étonné, regarde Odile, regarde la gardienne qui lui redit « she is krank ». Il fait alors barrer le nom d'Odile de la liste de celles qui étaient choisies pour la mine. Odile a voulu savoir pourquoi la gardienne avait dit cela. Avec des gestes et quelques mots d'allemand, elle a compris qu'elle avait une fille de son âge et qu'elle la trouvait très gentille. Elle s'était aperçue qu'Odile traînait chaque jour la détenue allemande. Ce qui a permis à Odile de survivre, c'est qu'elle avait une bonne constitution physique. Elle était capitaine de l'équipe de basket de Port-sur-Saône, qui était championne de la zone interdite. Mais elle avait surtout un mental d'acier et une volonté et une énergie peu communes. Quelle belle leçon de vie elle a donnée à tous ces jeunes.
Un collègue enseignant, à l'annonce de son décès, m'a écrit, je cite, « Sa force intérieure impressionnait toujours son auditoire, qui, à coup sûr, en restera marqué pour longtemps. C'est là son héritage de passeuse de mémoire qu'elle faisait si bien. Oui, elle a forgé la conscience citoyenne de milliers d'adolescents. » Modestement, j'ai pris le relais et vais à la rencontre des jeunes. J'interviens sous une autre forme, à l'aide de diaporamas interactifs, et comme elle a été résistante et déportée, quel que soit le thème du concours, je peux, à chaque fois, la donner en exemple. Sa mémoire, comme celle de tous les résistants et déportés, doit perdurer. Et, les jeunes l'ont rappelé, quel meilleur endroit que notre musée pour la conserver, musée fréquenté par des milliers d'élèves chaque année.